Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tenue portée par un opérateur radio du 506e régiment au sein de la 101e division aéroportée. En toute chose, je me dois comme d'habitude de vous préciser certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une excuse qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire des recherches sur internet. Vous retrouverez certains éléments que j'ai déjà pu présenter dans une première vidéo. Vous retrouverez d'ailleurs cette dernière dans la description. Cela sera une première base pour pouvoir découvrir cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas regardé la première, elle n'est pas indispensable, vous pouvez directement regarder celle-ci. Puisqu'en fait, nous partons sur de la spécialisation après vous avoir montré la base. Je ne présenterai que ce que je porte sur moi pour vous éviter une vidéo qui durerait 2 heures et vous retrouverez l'intégralité des éléments qui composent l'uniforme que je vais vous présenter dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. Après vous avoir présenté l'historique de la 101e division aéroportée, nous allons partir un petit peu plus dans le détail avec le 506e régiment et son historique. Le 506e est créé à Camp Toccoa en Géorgie en 1942. Il est dirigé d'une main de fer par le colonel Robert Sink et l'exercice préféré du colonel était l'ascension du mont Koraï qui donnera ensuite naissance à la devise du régiment, le mont Koraï qui domine le campement. Après avoir lu un article relatant un record du monde de marche décroché par un bataillon japonais, le colonel Singh décida de faire mieux en envoyant ses hommes faire une marche de 220 km de Toccoa jusqu'à Atlanta. Le régiment est ensuite déplacé à Fort Benning pour suivre la formation de parachutisme où ils pourront décrocher leurs ailes. Ils passent ensuite par Camp Macall pour pouvoir faire des manœuvres de combat. En juin 1943, le régiment est intégré à la 101e division aéroportée pour préparer l'invasion de l'Europe. Le régiment est composé de chacun 3 bataillons avec 3 compagnies chacun, à savoir Able, Baker, Charlie pour le 1er bataillon, Doug, Easy, Fox pour le 2e bataillon, et George, Howe et Ike pour le 3e bataillon. L'opération Albany a eu lieu dans la nuit du 5 au 6 juin, durant donc l'opération Overlord, et l'objectif de la 101e division aéroportée était de pouvoir préparer le terrain pour les troupes qui allaient débarquer sur la plage d'Utah. La drop zone pour le 506e était censée se situer entre Yesville et Sainte-Marie-du-Mont, mais les tirs de la flaque dispersent les C-47, éparpillant les paras tout autour de la zone. Après un rassemblement difficile, les premiers objectifs étaient prendre les ponts de la Douve, sécuriser les accès à la plage et enfin empêcher les renforts allemands. Le manoir de Brécourt fut ensuite un objectif donné à la Easy Company du lieutenant Winters, car l'artillerie de marine n'arrivait pas à localiser des canons qui pilonnaient les plages du débarquement. L'objectif suivant sera la prise de 40 ans du 10 au 15 juin 1944. Ils font face au 6e régiment de Fallschirmjäger, commandé par von der Heydt. Le 506e est ensuite renvoyé en Angleterre pour repos et réorganisation, puisque sur les 2000 paras qui ont été parachutés, nous avions 231 tués, 183 portés disparus ou prisonniers et 569 blessés. En gros, si vous étiez dans le 506e régiment au moment du débarquement, vous aviez une chance sur 4 de vous faire blesser et une chance sur 5 de vous faire tuer ou capturer. L'opération Market Garden, sous commandement britannique, devait permettre de contourner la ligne Siegfried en passant par la Hollande. Le 17 septembre 1944, le 506e régiment est parachuté, 2 jours, et son objectif sera Eindhoven, qui sera déjà libéré par la résistance. Le régiment combattra également à Nuenen et à Nimègue, où il retrouvera la 82e division aéroportée. Le régiment escortera ensuite le 30e corps britannique, et dans la nuit du 22 au 23 octobre, une centaine de soldats britanniques qui étaient coincés d'un encerclement ont pu être sauvés par des éléments de la 506e pendant une opération commando, alors qu'ils étaient coincés dans le secteur d'Arnhem. L'opération Market Garden fut cependant un échec et le régiment fut donc envoyé à Mourmelon pour pouvoir se reposer, après un mois d'opération presque non-stop. C'est le 16 décembre que la contre-offensive des Ardennes est lancée, déclenchant la remobilisation de la 101e aéroportée, qui fut envoyée le 18 décembre à Bastogne. Mais la précipitation de la mobilisation a empêché les troupes de toucher des munitions et les équipements chauds, et dû repousser les assauts des Allemands qui voulaient absolument récupérer ce point qui était un point stratégique. Le 1er bataillon, positionné entre Neuville et Foy, parvient à détruire 30 chars ennemis, mais a perdu 200 hommes pour l'occasion. C'est le 2e et 3e bataillon qui prendront la relève et qui subiront les assauts de l'artillerie ennemie. Et c'est la 3e armée de Patton qui permettra en janvier 45 de briser l'encerclement de Bastogne. Le 506e passera ensuite à l'offensive qui s'emparera de Neuville et de Foy pour après être transféré à Haguenau. À partir de début avril, le 506e aide à réduire la poche de la Roure,
puis se dirige vers la Bavière. Le régiment est à Landsberg am Lech lorsque la 12e division blindée découvre un camp annexe à celui de Dachau. Le général Taylor, commandant la 101e aéroportée, ordonne à toute la population locale de venir nettoyer le camp. Il fait ensuite route vers Berchtesgaden où il y reste jusqu'au 8 mai 1945, date de la capitulation allemande. La 101e fait ensuite route vers Zell-am-See dans le cadre de l'occupation de l'Autriche, pour reprendre ensuite l'entraînement pour un départ futur dans le Pacifique. Mais le 14 août 1945, la reddition du Japon marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le régiment retourne en France où il sera dissous à Auxerre en novembre 1945. Le 506 sera des activités de formation entre 1948 et 1954. Elle sera non combattante, bien que conservant la dénomination de parachutiste. Il est à savoir que le colonel Sink était le chef de corps du 506e et qu'il a refusé 2 promotions pour pouvoir rester avec ses hommes, qui surnommèrent ainsi le régiment 505. La tenue que vous vous apprêtez à voir est une variante de celle déjà présentée précédemment, mais chacune de mes vidéos étant indépendante, vous n'avez pas besoin d'aller la voir pour comprendre cette vidéo. Cependant, la curiosité pourrait vous pousser à découvrir une autre configuration, ainsi vous retrouverez le lien de cette vidéo dans la description. Pantalon standard porté par tous les parachutistes de la 101e aéroportée, pendant la campagne de Normandie, le pantalon M42 renforcé était réputé pour être fragile. La reproduction l'est tout autant. Attendez-vous à faire de la couture, surtout à l'entrejambe. 2 poches sont situées sur les cuisses, plaquées par un lien. La 101e aéroportée aura un lien de la même couleur que le pantalon, contrairement à la 82e qui aura un lien de la même couleur que les renforts. Des bretelles maintiendront le pantalon et une ceinture pourra également être portée. Le pantalon sera blousé par-dessus les chaussures. Les bottes de saut Corcoran étaient destinées aux troupes d'élite de l'US Army. Elles furent utilisées sans exception par tous les parachutistes lors de la campagne de Normandie. Elles furent remplacées par les Buckle Boots à partir de l'été 1944, mais de nombreux paras ont décidé de garder leurs bottes. Elles sont dotées de 11 à 13 œillets, sont réalisées en cuir lisse avec une semelle en caoutchouc, et pourront avoir des lacets de différentes natures, et certains paras utiliseront même de la suspente de parachute. Attention à bien fixer vos lacets contre la botte pour éviter de vous accrocher dans les branches. L'idéal est de faire le tour du mollet à vos lacets avant de les nouer, contrairement à ce qui a été fait ici. La chemise M37 couleur kaki, aussi surnommée chemise moutarde, est réalisée en coton et en laine. C'est pour cela qu'elle peut gratter, bien qu'on s'y habitue vite. Elle est dotée de 2 poches de poitrine destinées à emporter des papiers d'identité, de l'argent ou tout simplement son portefeuille. La coupe des chemises moutardes ne correspond pas à celle de nos chemises actuelles. Méfiez-vous donc de la longueur, qui sera plus importante que les chemises de maintenant. Prenez donc votre taille en fonction du tour de poitrine, du tour de cou et de la longueur des bras. Cela vous évitera d'être désagréablement surpris à la réception. Par-dessus, nous allons rajouter 2 dog tags, permettant de préciser le nom, le matricule du soldat, ainsi que son groupe sanguin. La veste M42 vient compléter le pantalon précédemment présenté. Elle est réalisée en toile beige avec des renforts kaki au coude et sous les poches inférieures. N'hésitez pas à remplir vos poches pour éviter qu'elles paraissent trop plates, même pour de l'airsoft. Le foulard sera un bout de parachute coupé, customisation que certains para-US ont pu faire après les parachutages en Normandie. Une boussole de poignet sera placée sur la poche, de manière à être accessible rapidement, et nous remarquerons sur les manches de notre soldat qu'il est technicien 4e grade ou T4. L'insigne de la 101e aéroportée se retrouvera sur le bras gauche à 1,27 cm de la couture. C'est en 1941 que le casque M1 fit son apparition, pour venir remplacer le casque modèle 17A1, ressemblant au casque britannique. Composé d'une bombe en acier au manganèse, taille unique, ainsi que d'un sous-casque, ou liner, qui fut à taille fixe puis réglable, réalisé en carton puis en résine, c'est en 1942 que le casque M2 fut développé spécialement pour les parachutistes. Il dispose de boutons pression supplémentaires pour solidariser le liner au casque lourd, et une mentonnière en cuir installée à l'extrémité de Ayox permettait de maintenir le casque lors du saut, et ainsi éviter de le perdre. Cependant, cette mentonnière était très rapidement glissée dans le casque, ou coupée, une fois le sol touché. Un filet de camouflage agrémenté de toile de jute a été installé, avec un disque fluorescent à l'arrière du casque, a priori peu porté dans le 506e, c'est le 502e qui l'aurait eu, en plus du fameux criquet. Une bande horizontale est peinte sur le casque de notre technicien, pour signaler son rang de sous-officier. Même si notre sergent est opérateur radio, il se doit d'être autonome sur le terrain, dans le cas où il se retrouverait isolé de ses lignes de ravitaillement. Ainsi, il transporte les mêmes éléments qu'un soldat classique. Son équipement radio viendra se placer par-dessus. Une musette General Purpose pourra être ajoutée pour transporter les effets personnels, mais elle a ici été laissée de côté. Un ceinturon M36 supporte l'ensemble des équipements disposés autour du soldat. Sur le côté gauche, un porte-chargeur M823 de Colt 1911 est fixé à l'aide d'un bouton pression sur le ceinturon. Un porte-chargeur du SMA est ensuite placé sur le ceinturon, contenant 2 chargeurs de 15 cartouches chacun pour la carabine. Sur le flanc arrière gauche, nous trouvons une gourde, composée d'un bidon et d'un quart modèle 1142, le tout glissé dans une housse renforcée M1141, spécialement conçue pour la cavalerie et réutilisée par nombre de paras. Le TE33 pour Tool Equipment est composé d'un étui en cuir CS34,
qui comprend une pince L13 et un couteau TL29 qui pouvait être utilisé par le génie, mais aussi par les opérateurs radio qui peuvent avoir à réparer des câbles sur le terrain. Un nouveau porte-chargeur d'USM 1 se retrouve à l'arrière du breulage, pas l'endroit le plus pratique, mais il n'y a pas de place ailleurs. Le breulage M36 permet de soutenir l'ensemble de l'équipement et des bandes de feutre sont ajoutées sur les épaules pour éviter la douleur. Une pelle pliante M143 est glissée dans un étui situé sur le côté droit du ceinturon. Elle est glissée dans un étui du premier type. Un dernier porte-chargeur pour carabine USM 1 est placé devant avec un seul chargeur, l'autre est engagé dans la carabine. Un holster M1116 est présent sur le côté droit, dans lequel est glissé un Colt 1911 A1, ici de la marque KWC 100e anniversaire édition 2017. Vous retrouverez le lien de la review dans la description de cette vidéo. Le Colt 1911 A1 était l'arme réglementaire de l'armée US et les paras pouvaient l'avoir en dotation. Dans un push M1124 est contenu un First Aid Kit réalisé en fer. Il contient des bandages et du sulfamide et est disposé à l'avant pour un accès rapide en cas de blessure. Sur le breulage M36, nous retrouvons un autre First Aid Kit, mais cette fois rangé dans une pochette spécialement faite pour les parachutistes US. Deux grenades MK2A1 sont accrochées au breulage côté gauche, notre homme étant droitier, dans le but de servir rapidement. Notre opérateur est équipé d'une radio SCR300, qui est un émetteur-récepteur fonctionnant sur 41 canaux, fabriqué par Motorola. Sa portée est de 4 à 8 km en fonction de l'antenne utilisée. Le SCR300 est l'appellation utilisée pour désigner l'ensemble de la radio. Ainsi, le BC1000A est fixé sur un coffret CS128 contenant une batterie BA70 ou BA80. Un sac accessoire BG150 sera placé sur le côté. Celui-ci contient présentement l'antenne AN131A et le manuel d'instruction. Notre opérateur porte le casque audio HS30 composé d'un arceau métallique et de 2 écouteurs en caoutchouc. La radio sera portée grâce à un ceinturon ST55A sur lequel un harnais ST54A sera accroché. Attention, le ceinturon est ici à la longueur maximale, il y a un tour de taille limite. Un coussinet M391A sera placé dans le dos pour le confort de l'opérateur. Une sangle ST50A sera placée sur le dessus du BC1000 pour garder le capot fermé. Le combiné TS15 permettra au chef de section de communiquer avec ses officiers. Il est ici glissé sur le devant de la veste à disposition. L'antenne actuellement montée est l'AN130A pour une portée max de 4 km. Fabriqués initialement pour la cavalerie, ces gants en cuir couleur fauve ont été massivement utilisés par les parachutistes lors de la campagne de Normandie. Ceci afin de se protéger les mains lors du parachutage, mais aussi pour facilement évoluer dans les forêts normands, sans oublier le fait d'avoir les mains au chaud durant la nuit. Sur le mollet de notre parachutiste, nous pouvons trouver un accessoire, accroché au moyen d'une sangle rapide. Le couteau USM3 est glissé dans un fourreau USM6, reconnaissable à sa fabrication en cuir, contrairement au fourreau USM8 que j'ai déjà pu vous présenter, qui était en plastique thermoformé. La carabine USM1 A1 est adoptée en mai 1942 à la demande des troupes aéroportées. C'est la Inland Division de chez General Motors qui est sélectionnée pour fabriquer ces carabines, tout en fournissant des crosses au service du matériel pour des réparations ou conversions de carabines futures. Elle se transportait dans un étui spécial lors du saut, étui qui était laissé de côté un peu après avoir touché le sol. Il s'agit ici d'une réplique de Nix, vous retrouverez le lien de la review dans la description de cette vidéo. Comme vous le devinerez, le poids porté par ce sergent est très important. Entre son propre équipement, l'armement et la radio, qui avec sa batterie pèse très lourd, inutile de dire que la maniabilité au combat reste assez réduite. L'ensemble radio ainsi que tous ses accessoires sont originaux, mais la radio ne fonctionne pas. Mais attention, il s'agit de matériel militaire. Préférez adapter une radio civile moderne dedans, plutôt que de vouloir remettre en état du matériel de communication de l'armée, bien que celui-ci ait presque 80 ans. Si vous avez du mal à enlever votre radio une fois le ceinturon enfilé, mettez-vous sur le dos, tel une tortue, vous aurez moins de mal. Équipement porté par l'élite des troupes US, les bottes de saut étaient perçues dans l'équipement des parachutistes américains dès leur création en 1942. Elles disposent de 11 à 13 paires d'œillets et un long lacet en cuir vient les fermer. Il était également courant de retrouver de la suspente de parachute pour fermer l'ensemble. Corcoran était le fabricant le plus connu, car le plus important de l'époque. Il fabrique encore des bottes de saut à l'heure actuelle, dont vous voyez ici une paire. Afin de les assouplir à la réception, je vous conseillerais de prendre un bain chaud en portant vos chaussures, puis de les cirer au cirage Baran marron. Le pantalon M42 renforcé est un pantalon destiné à être porté par-dessus le pantalon moutarde M37, non présenté ici. Il disposait d'une poche sur chaque cuisse, 2 poches latérales et 2 poches sur les fesses. Il sera conseillé de le porter avec une paire de bretelles en plus d'une ceinture, surtout si vos poches sont pleines. Je vous conseille par ailleurs de toujours remplir vos poches pour leur donner une bonne forme, même si c'est du chiffon. Cela vous permettra d'avoir une forme optimale. Rien n'est plus moche qu'un pantalon M42 plat. Attention à vous préparer psychologiquement à réparer l'entrejambe, celui-ci n'est pas solide. La chemise moutarde M37 venait en complément du pantalon du même nom. Elle se ferme par des boutons sur l'avant, elle comporte 2 poches sur la poitrine et les dog-tags sont portés par-dessus, autour du cou. Le port des dog-tags par-dessus le col vous évitera de vous irriter le cou avec la chaînette. Les dog-tags permettaient d'identifier le corps du soldat et son groupe sanguin si celui-ci venait à décéder, ou n'était plus en état de parler au moment d'une prise en charge médicale. La veste M42 renforcée vient compléter l'uniforme de parachutiste américain. Elle se ferme avec une fermeture éclair, dispose de 4 poches sur l'avant, fermées par des boutons pression.
Elle est renforcée au coude et sous les poches inférieures, et une ceinture vient compléter l'ensemble. Les Américains avaient pris pour habitude de porter un foulard découpé dans un parachute, élément plus décoratif qu'utile. Une boussole de poignet a été coincée dans une des poches, permettant de se guider plus facilement lors du saut, les bras étant utilisés pour manier les suspentes. Un couteau de poche était glissé dans une poche située le long de la glissière, de manière à pouvoir couper les suspentes en cas d'atterrissage raté. Sur l'épaule gauche, nous retrouvons l'insigne de division des Screaming Eagles, cousu à 1,27 cm de la couture de l'épaule. Le grade de T4, ou sergent technicien, viendra se placer à mi-chemin entre l'épaule et le coude. La veste et le pantalon M42 étaient traités anti-gaz au moment du débarquement, rendant ces éléments très fragiles et du coup rendant extrêmement rares ces éléments en pièces originales. Le casque USM1 reçut une évolution en 1942, permettant de convertir les casques USM1 en USM1C avec patte fixe rectangulaire ou en USM2 avec patte fixe en demi-lune comme ici. Ce casque est composé de deux éléments, le casque lourd, taille unique, avec un joint en alu sur sa base, et le sous-casque en carton, puis en résine, qui accueillera les IOX spécifiques des para-US et qui aura un serre-tête réglable. Il pourra comporter des marquages de régiment, mais il y aura toujours une polémique sur l'existence de l'as de pique, porté par le 2e bataillon du 506e régiment. La barre horizontale à l'arrière symbolisera un sous-officier, mais celle-ci est cachée par un disque phosphorescent, permettant de visualiser la distance qui sépare le soldat qui vous précède dans la nuit. Le criquet spécifique des parachutistes de la 100e aéroportée, les soldats du 82e ayant des jouets, sera placé sur la jugulaire arrière du casque lourd, mais c'est ici un choix totalement personnel. Le brelage de notre parachutiste américain est lourdement chargé, avec notamment un certain nombre de porte-chargeurs du SM1. Ceux-ci seront complétés par du matériel individuel indispensable à la survie du soldat en campagne, constituant un poids assez important. L'équipement radio viendra se placer par-dessus, empêchant de fait l'emport d'une musette M36. Un porte-chargeur M1123 de Colt 1111A1 contiendra deux chargeurs contenant chacun 7 cartouches de 11,43. Nous avons un premier porte-chargeur de carabine USM1 contenant deux chargeurs de 15 cartouches chacun. Il s'agit ici d'un original. Un bidon M842 original sera avec un quart du même type, le tout glissé dans une housse renforcée modèle 1141, ici en reproduction. Le tool équipement TE33 est un ensemble constitué d'un étui CS34, une pince TL13 et un couteau TL29. Il s'agit ici d'une pièce originale servant à manipuler des câbles et des fils. Un nouveau porte-chargeur se trouve dans le dos, ici en reproduction. Une pelle 1143 sera placée à l'arrière droit du ceinturon, dans une housse du premier type. La pelle pliante était plus facile à transporter que la pelle droite 1110, et certaines versions pouvaient être raccourcies par les paras. La pelle ici présentée est une pelle française d'après-guerre, glissée dans une housse en reproduction. La pelle US était légèrement différente au niveau des formes sur la lame. Un holster M1116 en cuir contiendra un Colt 1111A1, ici en réplique d'Airsoft. Un dernier porte-chargeur sera placé du côté droit, avec un chargeur actuellement stocké, l'autre étant engagé dans la carabine. Une pochette M1124 contiendra le First Aid Kit en version métallique, boîte originale dans un étui en reproduction. Le tout sera placé sur un ceinturon M36, ici d'après-guerre, soutenu par un brelage M36 doté de patins en feutre pour répartir la charge du brelage sur les épaules. Ces patins sont ici renforcés avec de la toile de jute. Sur le côté gauche du brelage seront placées deux grenades MK2A1 réalisées en impression 3D. En dessous sera placé un First Aid Kit développé spécialement pour les parachutistes, placé à un endroit facilement accessible en cas de blessure. La 101e division aéroportée fut la seule division US à avoir tous ses soldats avec des pistolets, contrairement aux autres divisions. Cette souplesse dans le règlement fut tolérée par le général Taylor, lorsque les autres divisions n'ont donné des Colts qu'aux officiers et servant d'armes collectives. La radio SR300 était un équipement mis à disposition d'un chef de section, d'un officier, et manipulé par un opérateur afin d'établir des communications rapides avec un quartier général. L'ensemble SR300 est constitué de la radio BC1000A ainsi que du compartiment CS128 pour batterie BA70 ou BA80. Tous les accessoires étaient principalement contenus dans le sac BG150, accroché sur une des bretelles du harnais ST54A, sur lequel un coussin M391A sera placé pour le dos de l'opérateur. Une sangle ST50 pourra être ajoutée pour garder le capot de la radio fermé. On peut ici voir les différents boutons et cadrans de la BC1000A, radio originale qui n'a subi aucune modification depuis la guerre. Différents équipements seront branchés sur la radio, ainsi que l'antenne sur le côté droit. Un manuel d'utilisation TM637 résume tous les usages, les fréquences, réglages et accessoires à maîtriser pour utiliser la radio. Deux antennes étaient disponibles pour utiliser la radio, l'antenne AN131A, longue distance, et l'antenne AN130A, ici installée pour des distances plus faibles, mais avec un encombrement moindre, celle-ci pouvant être repliée à la verticale le long du soldat. Attention, l'antenne doit rester verticale, elle ne fonctionnera pas de manière optimale à l'horizontale. Un combiné TS15 sera branché à l'aide de deux câbles, un pour l'émission, l'autre pour la réception. Il sera utilisé en priorité par rapport à un éventuel casque audio HS30 qui ne permet que l'audio. Un ceinturon ST55A permettra de porter l'ensemble par-dessus le brelage précédemment présenté. Celui-ci n'est cependant pas aisé à porter, la radio et ses éléments étant très lourds. Attention au tour de taille qui sera important. En effet, je suis réglé au maximum, je n'ai pas intérêt à prendre 1 kg de plus. L'ensemble des éléments présentés ici sont originaux et américains. Initialement prévu pour la cavalerie, puis réutilisé par les équipages de blindés et ensuite par les parachutistes, les gants en cuir fauve peuvent faire partie de l'équipement des parachutistes US en Normandie. Ils permettaient, principalement aux paras, de pouvoir éviter de s'endommager les mains avec les suspentes du parachute, mais ils ont été également portés au combat.
Disposé sur le mollet pour être rapidement accessible pendant le saut, le couteau de tranchée USM 3 est ici rangé dans un fourreau en cuir USM 8. L'autre version disponible était le fourreau USM 6 en bac élite. Le couteau est un après-guerre lorsque le fourreau est une reproduction. Le lacet permettra de fixer le bas du fourreau le long de la cheville. La carabine USM1 a subi une évolution après sa conception avec un changement de crosse pour une repliable sur le côté, plus adaptée pour le saut en parachute. Ainsi, il était très rare de voir des carabines M1 avec des crosses pleines chez les parachutistes. Seuls les gliders pouvaient plus facilement en avoir. Une bretelle en toile beige a été ajoutée sur cette carabine USM1 A1, c'est ici une réplique de la marque d'Onyx, vous pourrez retrouver le lien de la review dans la description de cette vidéo. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de l'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire via ma page Tipeee, vous retrouverez le lien dans la description. Vous pourrez ainsi m'aider à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond de mes vidéos, c'est très important, vraiment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, d'uniformes et de VIP. Salut! Regardez, ça c'est le iPhone de 1944. Et encore mieux, les Allemands ils avaient presque le même, c'était le iPhone.